Bon, les amis, on a Bitcoin qui continue à prendre de la valeur, je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment très plaisir. On ne sait pas combien de temps ça va durer, et quand on dézoome, on se rend compte que c'est une toute petite hausse, mais qui nous permet de franchir un top qu'on n'avait pas atteint depuis maintenant... depuis maintenant super longtemps, les amis, hein. Juin 2022, cette baisse là, si je dis pas de bêtises, on commence à taper sur la baisse qui vient du ST, et donc si on commence à reprendre de la valeur et que le Bitcoin arrive au-dessus de cette valeur là, on pourrait vite aller chercher les 30 000 $ assez rapidement. Encore une fois, je vous rappelle que même si on vient chercher les 30 000 $, ça veut pas dire que ça va pas s'effondrer et aller découvrir des plus bas ensuite. Ça veut juste dire que pour l'instant, le marché reprend un petit peu d'oxygène et nous sort de la baisse unilatérale qu'il a connue depuis novembre 2021. Ça faisait vraiment longtemps qu'on était dans un canal baissier. Là, en l'occurrence, si on continue à partir à la hausse et si Bitcoin continue à prendre de la force, et il en prend pendant que je vous parle, hein, c'est bien, et quoi qu'il arrive, même si ça ne tient que quelques semaines et quelques mois, ça va donner beaucoup d'oxygène aux différentes entreprises de cet écosystème. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut profiter du beau temps. Comme vous le savez, quand Bitcoin prend de la valeur, c'est l'entièreté du marché, hein. On voit un Ether 1642 $ pièce, ça fait du bien. Solana, qui a très clairement, depuis la chute d'FTX, il a refait peau neuve, hein, on peut le dire. Ouais, presque, regardez, avant la chute d'FTX, 35 $, 30 $, et là il est à 26. Il a pas récupéré tous ses volumes, mais il a repris du poil de la bête, donc certains le donnaient mort, et certains ont pris le pari d'investir quand il serait en dessous des 10 $, et ceux-là ont fait un très bon pari. Donc Ripple, Binance... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu cette crypto. Pour ceux qui viennent chaque semaine, les amis, j'abuse. J'abuse sur Cardano, j'abuse tellement sur Cardano. Non, alors, pour le petit passif, je me moque des fois de Cardano, mais je connais pas trop cette blockchain, c'est juste qu'ils sont très bien placés, ils sont très connus, ils valent énormément d'argent, et j'ai jamais vu un projet sérieux avec qui j'ai eu un coup de cœur, et quand je leur ai dit, ouais, vous êtes sur quelle blockchain? Et on m'a jamais répondu Cardano. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. Bitcoin n'a pas tué le pays de Salvador. Comme vous le savez, le Salvador a été l'un des premiers pays à faire de Bitcoin sa monnaie légale. Par monnaie légale, on entend le fait que n'importe quel commerçant se doit obligatoirement d'accepter au Salvador le Bitcoin. Étant donné que le Bitcoin a perdu de la valeur après cette prise de décision, beaucoup de gens se sont dit le petit pays qu'est le Salvador va douiller et c'est cette décision stupide qui va causer leur perte. Eh bien, pas du tout, absolument pas, puisque le Salvador a honoré et a remboursé l'intégralité des obligations, c'est-à-dire 800 millions de $. Qu'est-ce qu'une obligation? C'est une dette d'État. Quand un pays a besoin de se financer, il va émettre des obligations. En fonction du pays, les obligations, c'est des placements plus ou moins safe. Quand la France émet une obligation, c'est pas considéré comme un investissement très risqué. Ça ne veut pas dire qu'un État ne peut pas avoir un problème et ne pas être capable de racheter ses obligations. Ça veut juste dire que l'évaluation d'un créancier et de la capacité qu'il a à vous rembourser, la France, l'Espagne ou certains pays ont probablement plus de crédibilité que moi, par exemple. Bref, le Salvador a honoré sa dette, tout simplement. Nayib Bukele, donc le président, se moque des alarmistes et il les traite de... Nayib! Elle est pour toi, celle-là. Il les traite de menteurs, et il a bien raison. Et je vais vous lire sa citation. Au cours de l'année écoulée, presque tous les médias mainstream et internationaux ont déclaré qu'en raison de notre pari Bitcoin, le Salvador allait faire défaut sur sa dette d'ici janvier 2023. Eh bien, nous venons de payer la totalité de nos 300 millions de $ de dette obligataire, plus les intérêts. Mais bien sûr, presque personne ne couvre cette histoire. Ils mentent et mentent et mentent encore. Après, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que le Salvador a pris cette décision parce qu'au début, le Salvador avait sa propre monnaie. Ensuite, comme sa monnaie se faisait dévaluer à cause de l'inflation, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils ont dû passer sous le joug du dollar américain. Et le problème, c'est que du coup, les États-Unis tenaient un peu le Salvador par la main, en fait, en serrant très fort, et en obligeant le Salvador à suivre certaines contraintes, et c'est selon Nayib Bukele ce qui appauvrissait finalement les citoyens du Salvador. Ce qui s'est passé, c'est que Nayib Bukele a préféré, en plus du dollar américain bien sûr, proposer le Bitcoin pour plein de raisons, et depuis, même si évidemment c'est un risque parce que le Salvador achète beaucoup de Bitcoin, là c'est un pari spéculatif. Moi j'aimerais juste revenir là-dessus parce que imaginez qu'on ait Bitcoin qui aille toucher un nouvel ATH. Autant vous dire que le petit pays du Salvador va faire beaucoup parler de lui. Si le Salvador prend beaucoup d'argent et gagne beaucoup de valeur grâce à son pari Bitcoin et devient l'un des premiers pays à avoir pris ce genre de pari, et un pays qui en plus de ça s'en sort, je pense qu'il y a d'autres pays qui vont le suivre, comme par exemple l'Argentine qui hésite à prendre cette décision. Et attention les amis, deuxième actualité du jour, une sénatrice américaine propose le Bitcoin en monnaie légale
légale en Arizona. Vous voyez, ça fait parler, ça commence à faire réfléchir, et ça fait beaucoup de bruit. Je pense que pour l'instant, pour un État américain, c'est très compliqué de faire de Bitcoin sa monnaie légale, parce qu'il y aurait de telles pressions dans tous les États-Unis qui sont là pour soutenir le dollar, et qui ont trop d'intérêt à soutenir le dollar, que je ne pense qu'aujourd'hui, c'est pas faisable. Mais petit à petit, on a ce genre de discours parmi des personnes politiques, des personnes qui sont engagées, des personnes qui y croient. Je pense que si Bitcoin ne perd pas trop de valeur sur du short terme, ou alors s'il perd de la valeur mais que ça ne tue pas le Salvador et que ça lui profite sur le long terme, on va avoir d'autres pays qui vont prendre cette même décision, et on n'imagine pas la portée que ça peut avoir pour un État de prendre le pari Bitcoin, de se faire traîner dans la boue et de se faire moquer à l'international et dans le monde entier, et finalement de prouver à tous que son pari était gagnant. À partir de là, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans les esprits. Alors, vous le savez très bien, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Vous devez vous méfier », ça parlait du vote de l'Assemblée nationale au 24 janvier, et j'expliquais qu'en gros, ils voulaient obliger finalement l'agrément en France. Eh bien, sachez que ça va. Je vais pas dire que tout se passe bien et que l'Assemblée nationale n'a pas renforcé les obligations réglementaires, mais ça va. C'est-à-dire que l'agrément n'est pas obligatoire. C'est toujours l'enregistrement qui est obligatoire, et dans cet enregistrement, il y a une amélioration, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un enregistrement renforcé pour pouvoir devenir PSAN. Donc il y a quand même plein de contraintes, c'est chiant sur plein d'égards, mais il y a deux choses qui sont pour l'instant pas mises sur la table, et je dis bien pour l'instant parce que ça peut changer pendant les 12 premiers mois. Premièrement, pas d'obligation de fonds propres. Et ça, c'est incroyable parce que ça n'oblige pas les entreprises crypto à lever des fonds pour avoir du cash. C'est l'un des gros points dangereux dont je vous parlais dans ma vidéo. Et le deuxième point, c'est le fait qu'il n'y a pas encore les obligations en sécurité informatique. Naturellement, il y a des bases, mais quand je vous parle d'obligations de sécurité informatique, je vous parle de certaines obligations très strictes qui étaient proposées dans l'agrément et qui sont hors de prix, réellement hors de prix. Il faut qu'il y ait une sécurité pour les différentes structures qui détiennent la crypto-monnaie de leurs clients, oui, mais si on te demande d'avoir une sécurité semblable à certains organismes bancaires, aucune boîte ne pourront avoir ça. Cauchemar, FTX, on apprend qu'Apple, Netflix, Coinbase et bien d'autres étaient dans les crédits. Donc on n'a pas les montants exacts, mais on voit qu'Apple était dans les créanciers, on voit qu'il y avait un Binance Capital Management qui avait de l'argent, HSBC Bank qui avait de l'argent chez FTX, je pense que c'était plus pour tester, il n'y a pas grand monde, et je crois qu'il y avait la Société Générale et la Goldman Sachs. Encore une fois, on sait que les 50 plus gros créanciers de l'exchange représentent 3 milliards à eux seuls, donc à suivre, mais en attendant, on sait qu'il y a des grands noms, notamment des noms comme Netflix, qui étaient sur FTX et qui, même s'ils ont dit ne pas être trop affectés, avaient un peu d'argent là-bas. Seul contre tous, un mineur de Bitcoin stupéfie l'industrie et décroche le gros lot. Bon, pour faire simple, vous le savez très bien, les mineurs de crypto-monnaies se mettent en pool. À la base, un mineur, c'était un ordinateur qui était connecté au réseau, il faisait des calculs, et s'il avait de la chance, d'un coup, il allait miner un bloc et recevoir les récompenses du bloc. Le problème, c'est que plus t'as d'ordi, moins t'as de chance pour un ordinateur de gagner. Et donc, on était arrivé à un moment où t'avais des milliers d'ordinateurs dans le monde, t'avais quelques chanceux qui, toutes les 10 minutes, gagnaient beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'argent, mais t'avais beaucoup de mineurs qui pouvaient miner des mois entiers sans rien gagner. Jusqu'au moment où il y a eu les pools de minage. Les pools de minage, ce sont les mineurs qui se sont rejoints, tous ensemble, et qui ont commencé à se dire, ok, on va mutualiser notre force. Du coup, comme on est 150, on a une chance par jour d'avoir un bloc, et dès qu'il y en a un d'entre nous qui gagne, eh bien, ce n'est pas le mineur qui gagne toute la récompense, mais ce sont l'entièreté des mineurs de la blockchain qui vont recevoir un 150e du Bitcoin miné. Là, il y a un mec qui, tout seul, dans son coin, avait connecté un mineur à la blockchain sans passer par une pool de minage, et avec sa toute petite puissance informatique, c'est lui qui a réussi à résoudre le calcul de SHA 256, et il a réussi à avoir la récompense de 6,25 Bitcoin. Il est tout seul, le mec. D'un point de vue de probabilité, je pense que c'est gagné au loto large, quoi. Cité Gestion, qui est une banque suisse, devient la première banque privée au monde à tokeniser ses actions. Ça veut donc dire qu'on peut acheter de ses actions sur la blockchain Ether. Et pour le coup, c'est via Taurus que Cité Gestion va tokeniser son capital. J'aime beaucoup leur vision et j'aime beaucoup leur façon de faire, et donc je pense que c'est l'un des établissements de crédit dont je vous reparlerai à l'avenir, dans un avenir très proche. Ils sont également proches de plein d'acteurs suisses que je respecte beaucoup. T'as pas vraiment beaucoup de banques françaises qui sont pro-crypto. Hein. T'as la Société Générale, mais c'est plutôt d'un côté pro. T'as également Delubac, qui est PSAN aussi, mais pareil, Delubac propose plutôt des solutions pro et pas beaucoup de solutions aux particuliers aujourd'hui.